What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la série sur Beargate. Beargate qui, je le rappelle, est l'événement mondial dédié à l'Airsoft et qui se situe au nord de la Suède. Bon, je vous ai fait quelques pages de notes parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cet événement et je ne voulais pas en laisser passer une miette, une information. Vous devez absolument pas tout savoir, mais au moins connaître les bases et mon ressenti sur cet événement. La Suède fait partie de l'Union européenne. Pour vous y rendre, vous avez le choix entre soit utiliser un passeport ou votre carte d'identité. Attention à leur date d'expiration. Alors déjà, nous sommes partis à deux. Deux, c'est très peu. Et on l'a vu. Par chance, durant notre voyage, notre périple, on a rencontré plusieurs francophones qui se déplaçaient sur l'événement et qui avaient déjà à leur actif plusieurs Beargate, si je puis dire, à leur compteur. Et ils étaient bien rodés, bien préparés. Encore merci à eux de nous avoir accompagnés tout du long de cette OP. Cette vidéo va être divisée en trois grandes parties. La première est plutôt dédiée aux préparatifs. La seconde partie concerne la phase de jeu en elle-même et la dernière partie est la conclusion, notre ressenti sur l'événement. Commençons par le commencement. Tout d'abord, il faut se rendre sur le site de Beargate. Ça s'appelle le Beargate Events. Et vous allez avoir l'inscription. L'inscription est assez simple en soi. Vous devez choisir votre camp et les différentes options avec votre inscription. Il y a différentes options que vous allez pouvoir cocher. Celles les plus pertinentes concernent le couchage, donc une place sous la tente. Ce sont des grandes tentes militaires qui font plusieurs mètres de long, qui selon moi est fortement conseillé. Le repas, nous on a fait le choix du repas pour les 3 jours de jeu et franchement on s'est régalé et on avait un petit peu peur sur ce plan là parce que les retours qu'on a vus des différents Beargate étaient pas top, donc on a fait le pari de faire confiance à l'organisation. Pari réussi parce que c'était bien cadré. On reviendra dessus. Et ensuite, vous pouvez même louer, si vous le souhaitez, un AT4, un lance-roquette, un lance-grenade. Il ne tire pas des projectiles, mais un laser IR, car tous les véhicules, je dis bien tous les véhicules, sont équipés de capteurs. Quand celui-ci est touché, une musique, un son se déclenche pour dire que le véhicule est hors service. On reviendra sur ce point un peu plus tard. Devant vous, le prix détaillé de nos billets. Comme vous pouvez le voir, le ticket simple coûte 159 €. Ensuite vient s'ajouter toutes les options. Je vous conseille de prendre le billet avec le red flag, le brassard d'identification. C'est le minimum. Tout cumulé, ça nous fait une moyenne de 280 à 290 € chacun de billets. À la suite de votre inscription, vous allez recevoir un mail avec un lien Discord. Ce lien Discord vous mènera, on va dire, au cœur même de votre faction. Déjà, connaître les gens avec qui vous allez jouer, c'est important, et savoir dans quelle escouade vous allez être. Nous, par exemple, avec Sylvain, on était dans l'escouade Echo 2. On était 4. On vous reparlera dans les prochaines minutes comment ça s'est déroulé. Bref. Quand votre présence est officiellement confirmée, félicitations. Ensuite, il faut se pencher sur les réservations du billet d'avion. Ça nous a coûté un peu trop cher parce qu'on a fait une erreur. L'erreur que vous ne devez pas commettre, c'est de prendre un seul bagage en soute. Vous devez impérativement prendre 2 bagages en soute. Comme ça, vous avez 2 bagages qui peuvent contenir 23 kg de matériel, c'est largement suffisant. Faites pas comme nous, on a pris un seul bagage, pensant bien faire, sauf qu'on a été un peu trop chargé, en tout 15 kg de surplus qui nous a été facturé 15 € par kilo supplémentaire. Prenez bien l'option bagage supplémentaire pour 49 € et ça va vous faire économiser des sous. Dans votre ticket, le bagage cabine est compris. Dans celui-ci, vous allez mettre essentiellement vos batteries. Concernant vos répliques, donc des armes, vos billes, les munitions, ils ne font aucune distinction. Pour eux, ce sont des armes. Vous allez être étiqueté avec une petite étiquette qui stipule que votre bagage contient une arme ou des munitions. C'est obligatoire. Restez calme, expliquez-leur ce que vous faites avec des répliques, même si elles sont très réalistes, il faut leur expliquer encore et encore pour lever tout soupçon. Je vous déconseille de mélanger vos munitions et votre arme.
les deux doivent être dans des bagages séparés. D'où l'importance d'avoir 2 bagages en soute. Pour la petite histoire, moi j'avais tout mis au même endroit, en pensant que ça allait le faire. Pas du tout, j'ai dû retirer mes billes, les mettre dans mon bagage cabine. Il y a eu un petit moment d'inquiétude au checking parce que j'avais un objet inconnu, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Bon, tant bien que mal, on leur a expliqué que c'était un sachet de billes et que c'était pas dangereux. Donc moi je suis passé au travers, d'autres ont moins eu cette chance. Mais séparez bien les deux, c'est très important. Autre détail qu'il ne faut pas oublier, c'est de cadenasser vos mallettes. Ça, s'il n'y a pas de cadenas, c'est refus direct par la compagnie. Donc c'est une des conditions sine qua non pour embarquer, sinon c'est pas possible. Et vous allez rester sur le tarmac. Expliquer qu'on a dans nos bagages des répliques d'Airsoft en France, il n'y a pas de problème. On arrive à se comprendre. Par contre, à l'étranger, ça peut être un peu plus difficile. Donc si vous partez en groupe, laissez les gens qui parlent anglais gérer le truc. Même si en Suède, les lois sur les armes sont un peu plus libertariennes qu'en France, il n'en est pas moins que dans un aéroport, il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir, il y a des mots qu'on ne peut pas dire sous peine d'alerter les autorités. C'est ce qui nous est plus ou moins arrivé. Donc ça crée un bouchon d'enfer. Donc gardez votre calme, utilisez les bons mots, séparez bien les répliques de vos billes. Et ça, j'insiste sur le fait qu'il faut absolument séparer les armes des munitions. Restez très prudent, très vigilant. Si vous n'avez pas envie d'avoir du stress, achetez les billes sur place, très clairement. Ensuite, quand le billet d'avion est pris, il faut penser à la réservation de la voiture, du moyen de locomotion. Il est heureux, Sylvain, il est heureux. T'as déjà conduit, toi, le volant d'un coup? Toute seule. Je peux lâcher le volant. Bon, elle gueule au bout de 5 minutes, mais je peux lâcher le volant. Du coup, j'ai senti un à-coup dans le volant, et j'ai vu sur le truc que ça s'allumait en vert et qu'il avait les pointillés. Et en gros, ça veut dire, c'est bon, je peux conduire. Il peut conduire tout seul. C'est sûr, c'est pas sur le Duster qu'il y a ça. Je vous invite vraiment à prendre la location de voiture. Le train, c'est possible, mais avec les bagages, les répliques, c'est un enfer. Et en plus, il faut 7 heures, prendre une navette qui vous amène au terrain, qui est payante, bien sûr. Donc, c'est pas le bon bail. Prenez la voiture de location. Vous avez une station spécialement dédiée après l'aéroport, une station de bus où la navette s'arrête, qui est gratuite, et vous allez pouvoir louer une voiture. Nous, ça nous a coûté 350 € la semaine, et il faut compter environ 100 € de frais de gasoil, des frais d'essence. Autre point de détail, n'oubliez pas de vérifier que votre carte bancaire peut vous couvrir en cas d'accident avec la voiture de location. Ça vous évite de faire un doublon avec l'assurance proposée par l'agence de location. Quand le billet d'avion est réservé et votre véhicule loué, n'oubliez pas de prendre une réservation d'un hôtel ou d'un Airbnb. Pour notre part, nous avons loué un petit cottage typiquement suédois à 20 minutes du terrain le lundi soir. Et le samedi, on a un petit peu fait au feeling. On est allé sur Airbnb et on a pris un logement le plus proche de l'aéroport pour nous faciliter un petit peu la chose. Donc tablez au minimum pour 100 € de logement. Maintenant, il faut penser à se préparer physiquement. Pour ceux qui n'ont pas une grande activité physique le reste de l'année, là vous avez un défi. En quelques mois, je pense que 6 mois c'est le bon compromis pour se préparer, il faut pratiquer de la marche. Pourquoi de la marche et pas autre chose? Parce que tout simplement vous allez marcher entre 50 et 70 km suivant votre affectation, votre unité. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère, il faut s'entraîner. Pour cela, je vous invite vraiment à prendre des chaussures de qualité. Moi j'ai des Salomon, elles ont fait parfaitement l'affaire, hormis quelques passages où j'ai eu un petit peu les pieds humides à cause des marécages. Je mettrai le lien en description de vidéo. Elles ont été comme des chaussons avec des guêtres. Pareil, prenez des guêtres lambda pour éviter d'avoir les chaussures pleines de boue, parce que là il y a pas mal de bouillasse et de flottasse. C'est des petits accessoires qui coûtent pas grand chose, en tout cas les guêtres, et ça peut vous éviter notamment les tiques, les bestioles et compagnie. Autre élément qu'on ne pense pas assez souvent à prendre, ce sont des caleçons de sport qui descendent assez bas au niveau des genoux et qui ont une ouverture au niveau de l'entrejambe pour bien sûr pouvoir uriner facilement. Et ça, c'est des petits trucs qui vous permettent de passer une meilleure OP. Sans oublier les chaussettes de randonnée qui sont fortement recommandées. Oubliez les chaussures taille basse ou les chaussures taille haute, ce qu'on appelle les high, qui vous compressent la cheville. Ça, oubliez. Prenez des mid, des middle, des moyennes qui arrivent au niveau de la cheville et qui permettent d'avoir un petit peu de souplesse à ce endroit-là, sans pour autant vous casser la cheville en cas de chute. Donc voilà, c'est vraiment un point indispensable. Ensuite, il faut préparer son matériel.
Pour ma part, le matériel que j'ai utilisé tout du long de l'OP, c'est du matériel que j'ai pendant quasiment un an utilisé au fil des parties. J'ai bougé quelques éléments, mais déjà j'avais ma base. J'ai fait le choix de prendre un porte-plaque. Certes, c'est pas le meilleur choix pour ce type de partie. Privilégier un brelage ou alors un micro-chest ou un chest rig. Un minimum d'emport mais un maximum de confort. Ça tient moins chaud, vous serez plus à l'aise. Il ne faut pas lésigner sur une chose, c'est une poche pour prendre de l'eau. Personnellement, j'avais 1,5 litre d'eau et à des moments, j'étais vraiment très just. Donc, suivant l'effort que vous faites, il faut, je pense, j'estime, 2 litres minimum sur vous, sans compter les barres protéinées énergétiques qu'il faut impérativement avoir sur soi. Vous allez beaucoup marcher, donc vous allez brûler beaucoup de calories, vous allez transpirer. Il est très important d'être parfaitement hydraté et de manger régulièrement pour pas faire un petit malaise. Partez avec du matériel que vous maîtrisez. Ne vous dites pas la veille pour le lendemain ou le jour même, tiens, je vais essayer ça, ça ou ça ne marche pas. La radio, pareil, prenez un système de communication basique que vous maîtrisez. J'avais personnellement une Baofeng avec un speaker et une oreillette, c'était très bien, ça m'a largement suffi. Si vous êtes adepte du Comtac, prenez un Comtac, mais par pitié, ne prenez pas le truc qui vient la veille, dire oh, tiens, je vais mettre ça comme ça. Non, ça ne marche pas, vous allez vous foirer. Idem pour les GoPro, les caméras. Bien les régler avant, c'est pas sur le terrain qu'il va falloir dire oh merde, j'ai oublié la batterie, ceci, non. Prenez votre matériel déjà sur vous. Personnellement, j'avais 2 batteries de rechange, une carte SD et j'étais au moins sûr d'être autonome pour la journée. J'ai fait le choix de mettre une Scopcam, sauf que la Scopcam, je l'ai mis le jour même. J'ai dit à Sylvain, vas-y, donne-la moi, je vais la mettre. Je la maîtrisais pas et j'ai pas pris les plans que je voulais. Donc, il faut pas choisir votre équipement au hasard. Autre petit bonus, c'est le GPS. Le GPS, c'est utile, en tout cas, pas besoin que tout le monde ait un GPS, mais si vous jouez en escouade, c'est très bien, comme ça, si vous perdez, vous pouvez facilement vous retrouver à un point. Généralement, tous les points, on va dire importants, sont donnés en amont, directement via le Discord de votre faction. Maintenant, parlons du couchage. Le couchage, c'est quelque chose qui est assez important. Une bonne nuit de sommeil, ne comptez pas trop dessus, à part si vous avez un sommeil de plomb. Personnellement, j'ai très peu dormi. Pourquoi ? Parce que déjà, il fait jour constamment. Quand il est 3h du matin, vous avez un ressenti comme s'il était 8 à 9h. Voilà, il n'y a jamais de nuit. La seule nuit qu'on a eue, parce qu'il faisait couvert, il y a de la pluie, c'était le vendredi soir. Et comme on dit les gars, c'est la première fois que je vois Berguette dans le noir. Avoir aussi une lampe. Quand vous avez ce cas de figure, c'est bien d'avoir une petite lampe sur vous. Donc, le premier élément à acheter, c'est le moustiquaire. C'est l'objet ultime, l'objet à avoir pour dormir tranquillement. Et pour les phases de jeu où vous allez rester stationnaire ou marcher dans des zones un petit peu marécageuses, ce type de moustiquaire est fortement recommandé. Vous la mettez sur la tête et ça vous protège. Bon, par contre, jouer avec, même si j'ai vu des joueurs le faire, c'est fortement contraignant. Je ne vous parle pas de la buée, du manque de visibilité, bref, c'est bien que pour rester dans une zone et attendre que l'action se déroule. Le sac de couchage, prenez pas un truc où il fait moins 20, ça sert à rien. Il fait 10 degrés à 15 degrés la nuit, prenez un sac de couchage été, c'est largement suffisant. Avec un matelas, c'est au moins la base. Prenez une petite chaise de camping aussi, une chaise en aluminium très légère. Vous en avez partout à Decathlon. C'est pas du couchage, mais c'est ça concerne la nourriture, le Jetboil. Le Jetboil, c'est un appareil magique qui permet en fait de cuisiner un peu partout avec une bouteille de gaz. Il ne faut pas négliger aussi l'hygiène. Prenez une petite trousse de toilette avec le minimum. Alors dans votre valise, c'est pas obligatoire, mais pensez à prendre une paire de rechange, notamment des baskets. Voilà, baskets qui vous serviront à faire le trajet dans sa globalité. Et le jour J, vous mettez vos chaussures de randonnée. Pensez bien à prendre de la paracorde, du scotch et un truc qui est super utile, c'est un multitools. J'invite tous ceux qui veulent participer à Berguette de vous munir de ce genre d'outils. C'est extrêmement pratique, ça peut vous sortir de situations assez délicates. Notamment pour démonter des répliques au bord du terrain, c'est mieux d'avoir un multitools qu'un morceau de bois taillé en pointe pour pousser une goupille. C'est un exemple, mais ça peut vous arriver. Donc, outil indispensable qui coûte à peu près 80 balles, indispensable. Pas de panique, s'il vous manque quoi que ce soit, à 20 minutes du terrain, vous avez une petite ville qui s'appelle Softea. Je vous mets en lien en description de vidéo les bonnes adresses pour trouver le nécessaire sur place.
Très important aussi à ne pas négliger, même j'aurais dû commencer par là, prenez une carte de sécurité sociale européenne, bien sûr si vous vivez en France. Ça peut vous sauver la mise et aussi une assurance rapatriement, voyez avec votre assurance et rajoutez cette petite option qui peut éventuellement vous sauver la mise le jour où vous avez un souci. Concentrons-nous maintenant sur l'accès au terrain. Le terrain est parfaitement indiqué, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est toujours tout droit. Non, je sais une blague, mais presque. Petit chemin de terre, assez caillouteux, vous faites 20 bornes sur ce chemin et vous tombez sur le terrain. C'est parfaitement indiqué, vous avez un checkpoint, vous enregistrez votre voiture, vous avez un petit papier, vous remplissez nom, prénom, numéro de téléphone et vous allez garer votre bagnole. Ensuite, vous allez au checking. Le checking, c'est là où vous allez vous enregistrer et percevoir le matériel que vous avez acheté durant votre inscription. Notamment, vous allez recevoir un patch. Différents éléments comme un numéro de brassard et un petit patch comme quoi vous êtes le squad leader. Et pour la forme, on a pris bien sûr le petit t-shirt Bergett 20. Autre chose qui est très important, c'est le brassard de touche. Moi qui le perds toujours, au moins celui-là je pourrais pas le perdre vu comment il est gigantesque. Quand votre inscription est faite, vous passez au chrony. Donc là le chrony est personne à ce moment-là. Nous on l'a fait le mardi dans l'après-midi et on était les seuls. Donc très bien. Vous avez un Serflex qui vous donne la puissance de la réplique, voilà, pour que ce soit visible par tous, très simple, efficace. Après avoir passé le checking, le chrony, vous pouvez aller percevoir votre matériel de location. Nous, en l'occurrence, on avait pris la T4. La T4, vous pouvez très bien prendre un lance-grenade. Il ne tire pas de billes ou de projectiles, mais un rayon laser, un rayon IR. Chaque véhicule est équipé d'une borne et quand vous tirez dessus, le véhicule prend des dégâts. Un AT4 va détruire un petit véhicule, tandis qu'un lance-grenade va juste l'endommager. Donc il faudra faire plus de tirs pour le mettre hors jeu. Ça nous a coûté 89 € et c'est une des erreurs qu'on a fait de dépenser cet argent pour rien parce qu'on s'en est pas servi. La zone safe est équipée aussi d'une immense tente qui est tenue par une boutique du coin qui vend essentiellement des répliques, des billes, du consommable, mais aussi tous les petits accessoires de camping. Niveau tarif, on va retrouver sur tout ce qui est équipement outdoor, des prix on va dire très similaires à ceux qu'on peut trouver en dehors du terrain. Les billes c'est onéreux, 30 € le paquet de 0,30 bas de gamme, c'était un peu cher mais ça peut vous dépanner éventuellement. Cette boutique est idéale pour faire l'appoint ou vraiment vous approvisionner en nourriture lyophilisée. C'est la nourriture que vous allez le plus consommer sur le terrain et je vous invite grandement à faire des stocks en amont parce que voilà ça coûte assez cher, c'est 10 € le repas, c'est pas donné donc essayez d'anticiper. À la fin de l'OP, la boutique fait moins 20 à 30% sur l'ensemble de son matériel et ça vous pouvez peut-être faire quelques petites affaires. Il y a aussi un snack avec une zone on va dire de vie assez grande, vous allez pouvoir vous restaurer, boire un coup, c'est assez agréable surtout quand vous venez un jour avant le début de partie, vous pouvez vous poser, parler avec les gens. Pour la petite histoire, c'est là où on a rencontré les premiers Français qui tenaient le snack et on a parlé avec eux et c'était des étudiants en études d'ingénieur qui faisaient leur stage d'études ici, donc c'était vraiment improbable. Un très bon moment qu'on a passé avec eux et ils nous ont vendu des glaces qui étaient pas les meilleures du monde, mais ça fait toujours plaisir quand il fait chaud de prendre un petit rafraîchissement. Maintenant parlons du camp. Notre camp était situé en zone sud, facilement accessible depuis la zone safe. Il était composé de la façon suivante: une zone centrale avec le commandement, à côté une cantine. Petite parenthèse sur la cantine, celle-ci était bien gérée, la nourriture était bonne, la tarification des repas était plus que correcte, mais n'empêche que c'était bien quand même de prendre des petits trucs à côté pour grignoter parce que la cantine est ouverte qu'à partir de certaines heures. Un chauffe-plat était présent et là je refais une parenthèse dans la parenthèse. Tous les joueurs qui avaient commandé un repas, ils étaient livrés à l'intérieur, déposés. C'est-à-dire que à n'importe quelle heure de la journée, il était possible de récupérer son repas. Le problème qu'il y avait dans les autres Bergett, et ça c'était dans les rétextes que j'ai pu lire, vous aviez des tickets de rationnement, sauf que la plage horaire était beaucoup trop restreinte. Et souvent entre midi et 2, on était sur le terrain ou le soir, et c'était pas possible de récupérer son repas. Donc des joueurs payaient pour rien. Cette année, tout était gardé dans un chauffe-plat, et ça je peux vous garantir que c'était vraiment au top. Même la nourriture,
Je vous conseille vraiment de le faire. Vous avez le repas du mercredi, jeudi, vendredi, donc vraiment top. Ensuite, il y a une douche en libre service, reliée à un groupe électrogène qui est relié à une pompe. Et cette pompe prend l'eau directement dans le lac. Bon, elle est un peu fraîche, mais je peux vous garantir que ça fait un bien quand vous avez crapahuté toute la journée de prendre une douche. Certes, c'est vraiment rudimentaire, mais waouh, c'est un bonheur. Idem pour les toilettes. Les toilettes, c'est, on va dire, le nerf de la guerre. Pas que les gens chient partout, il faut des toilettes. Et là, il y en avait beaucoup. Il y en avait dans chaque camp, à peu près une dizaine. Même chez nous, il y en avait une dizaine. Et pourtant, on était à peine 200. Et ils étaient nettoyés tous les jours. Donc c'était pas l'apocalypse comme à Border War où le dernier jour c'était à vomir. Là c'était vraiment un nickel chrome. Bon, on peut pas manger dedans, mais c'était pour des sanitaires, c'était vraiment le top. L'eau c'est aussi le nerf de la guerre d'une OP. Et là il y avait de l'eau partout. Il y avait des cuves qui étaient remplies quotidiennement par les organisateurs. Petite parenthèse, les orgas sont partout. Ils quadrillent le terrain. Toutes les 15 secondes, vous voyez un orga, un véhicule orga. Il y a toujours quelqu'un qui est pas très loin de vous. Et ça, je trouve ça assez super. Et le petit bonus, c'était la Wi-Fi. C'était un des gros points noirs des précédents Berget, c'est qu'il n'y avait pas de connexion Wi-Fi. C'était très difficile de garder le contact. Je vous rappelle qu'on est au nord de la Suède et il n'y a rien. Ça capte très mal. Là, avec le Wi-Fi, on avait la possibilité, même dans n'importe quel camp, d'avoir accès gratuit, simple d'accès. Et je peux vous garantir que ça nous a quand même sauvé la mise à plusieurs reprises. Et aussi, ça permet de garder le contact avec l'extérieur. Terminons avec la tente. Notre tente, c'était une tente militaire classique, basique, bâchée au sol. Et idem, je vous conseille, je répète, de prendre l'option tente. Voilà, quand vous prenez l'option tente, vous devez, comme je l'ai dit, impérativement, la première chose, c'est monter votre moustiquaire. Et je remets encore une tartine. Prenez du produit anti-moustique local. C'est marqué dans le TACOPS, les moustiques peuvent vous ruiner votre OP. Pour votre confort, prenez un masque de sommeil parce que il y a de la lumière constamment. Quand vous pensez qu'il est 8h du matin, en fait non, il est 4h ou 3h. Ça peut être déstabilisant et c'est le point qui est le plus fatigant quand on n'est pas habitué à ce climat, qu'il n'y ait jamais de nuit. Donc pensez à prendre un masque de sommeil et des bouchons d'oreille. Voilà, on a terminé sur les préparatifs avant la partie. Maintenant, parlons de la game en elle-même. Ouvrez bien vos oreilles, ne faites pas les mêmes erreurs que nous. J'ai pris plein de notes pour rien oublier. Ça c'est pour vous qu'on le fait parce que on a fait des erreurs qu'on aurait pu éviter. Et ça par manque de connaissances, on l'a pas fait. Donc avec cette vidéo, vraiment, on va vous aider, si vous voulez faire cet événement, à faire le moins d'erreurs possible. Bon, il faut faire des erreurs pour apprendre, mais si vous pouvez éviter les plus grosses qu'on a fait, ça va vous faire gagner du temps et surtout, ça va vraiment changer votre expérience de jeu. Déjà, le choix du camp. Il y a 3 camps. Et suivant le camp que vous allez prendre, votre expérience de jeu va énormément changer, fluctuer. Et je vous explique pourquoi. Déjà, chaque camp dispose d'unités plus ou moins spéciales où il faut rentrer en accomplissant des tests physiques. Bon, déjà, ça demande une préparation plus intensive et surtout, ça demande des connaissances du terrain, des mécanismes de Berget. Ensuite, il y a les unités de reconnaissance. Ces unités-là, comme je l'avais expliqué, on est en semi-liberté. Vous avez toujours des ordres qui sont donnés par le commandement, mais vous êtes plus libre de prendre telle ou telle décision. Ensuite, vous avez l'infanterie. Donc l'infanterie, c'est le gros des troupes. Vous allez à un endroit, vous y allez en masse, et puis voilà, ça s'arrête là. Et ensuite, il y a l'infanterie motorisée. Donc ce sont des joueurs qui ont les mêmes, on va dire, spécificités que l'infanterie classique, sauf qu'ils sont dans des véhicules. C'est, on va dire, le fer de lance de la faction. Ils vont aller à un point, ils vont prendre ce point ou défendre, ou ils vont déplacer des troupes avec leur véhicule. C'est uniquement ça leur but. Ils vont très peu marcher, certes, mais il y a d'autres contraintes, notamment les réparations du véhicule en cas de casse. Ce sont vraiment des gars du coin ou des gens qui sont payés pour venir. Comme le char que vous avez pu voir, c'est un véhicule qui est géré par une entreprise qui vient chaque année. Nous en avons terminé avec ce point. Maintenant, parlons des camps, du choix de son camp. Nous, l'erreur qu'on a fait, c'est de choisir le camp bleu. Le camp bleu, comme je l'ai dit, on lui tourne un peu le dos. Chaque année, il y a de moins en moins de joueurs. Pourquoi? Parce que le commandement, c'est pas ça. Il y a des gros manques et les joueurs partent vers le camp jaune ou rouge. Pour cette 20e édition, notre commandant était tout novice.
Ah, il avait pris le poste 1 à 2 mois avant, donc impossible de gérer tous les effectifs, de coordonner les missions. Bref, c'était un enfer. Ça aurait pu être pire à notre niveau. Donc l'année prochaine, c'est sûr, le camp bleu, on oublie. Le leader du camp jaune est un joueur expérimenté qui a entre 10 et 15 berguettes à son actif et plusieurs berguettes en tant que commandant. Seconde erreur qu'on a fait, et ça après avoir parlé avec différents joueurs qui étaient partis sur ce même principe-là, c'est de partir soit solo, soit à deux. Et c'est la catastrophe assurée. Si vous ne vous regroupez pas, vous n'allez jamais passer un bon berguette. Nous, ce qui nous a sauvé, c'est qu'on s'est greffé à l'équipe jaune, Rogue One. On était un groupe assez conséquent, on était entre 15 et 20 à des moments. Et franchement, quand vous avez des vagues d'ennemis qui arrivent perpétuellement sur vous, on parle pas de 20-30 gars, hein. On parle de centaines de joueurs qui sont face à vous, hein, et clairement. Et il faut être, on va dire, plus de 2 pour pouvoir vraiment en profiter. Sinon, vous allez vous faire rouler dessus. Sachant que tout le monde tourne en full, vous allez vous faire ramasser. Grâce à eux, on a pu vivre vraiment l'expérience berguette. Certes, sur un jour, mais c'est mieux que rien. Mais au moins, on a vu ce que c'était et on a mieux compris nos erreurs. Notre groupe était composé, grosso merdo, entre 4 et 5 joueurs en LMG, donc en machine gun. Vous avez 2 snipers, dont un heavy sniper qui joue avec une réplique à 7 joules. Ça vous arrache la tête, on a pu voir. La bille fait boum et pas poc. C'est assez terrifiant. Et après, le reste, c'était de l'assaut avec un grenadier et un anti-véhicule. Petite parenthèse, si vous êtes que 2, comme nous, on l'a fait, je le répète, ne prenez pas l'anti-véhicule. C'est un poids mort. À 2, vous ne ferez rien. Il faut être au minimum 5 pour prendre un anti-véhicule. L'anti-véhicule ne sert pas à détruire de l'infanterie, mais des véhicules. Donc, c'est un truc qui est vraiment pas pratique. Donc, il faut être un gros groupe pour avoir un pack dédié uniquement à la destruction de véhicules. Nous, avec Sylvain, à un moment, on s'est dit, vas-y, on laisse dans le bas-côté. On s'est rappelé que la caution est de 150 €. Donc, vous dites, non, on va pas le laisser au bord de la route, on va le ranger dans la tente. C'est ce qu'on a fait, mais on n'a pas tiré une seule fois sur un véhicule. Autre point qu'il ne faut pas non plus négliger, peu de personnes parlent suédois, peu de personnes parlent français en Suède, donc l'anglais est de mise. Il vaut mieux maîtriser l'anglais. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, dans votre groupe, vous devez avoir un gars ou 2 ou plus qui soit bilingue, ou au moins qui comprennent et qui se fassent comprendre. Parce que là-bas, même à la radio, tout le monde parle anglais. Ça, c'est un des points aussi qu'il ne faut pas négliger. Si vous partez à 1, 2, 3 ou 4, comme ça peut être le cas, vous allez être intégré à des groupes. Nous, on était éco tout. Donc il y avait Sylvain, moi et un couple de joueurs. Ça a été très compliqué. Ça a été rapide et compliqué à la fois. Compliqué parce que c'est des gens qu'on ne connaissait pas. Et rapide parce que 3 minutes après le début de partie, ils étaient plus là. On ne les a plus jamais revus. Donc on était tout seul avec Sylvain. Très clairement, c'était pas plus mal, comme ça on a pu faire notre sauce. Je le répète, ne partez pas à moins de 5. Vous étiez nombreux à me poser la question sur la puissance des répliques. Pour les phases de baston, je le répète, oubliez ce que vous avez appris en France. Vous devez jouer à 1,7 joules en full auto. Ou alors du burst, éventuellement comme moi j'ai fait. Mais parce que sinon, vous n'avez aucune chance, je dis bien aucune chance de sortir quelqu'un. La tête, ça a été un tout. Prenez un joue 7 en pleine tête, plus de son, peu d'image. Concernant la réplique, prenez une réplique fiable et légère. Ne vous embêtez pas avec des fioritures, lampes, pecs, oubliez. Par exemple, j'ai fait l'erreur de jouer avec une short dot. Je pensais que j'allais pouvoir engager l'ennemi à plusieurs dizaines de mètres. En l'occurrence, je me suis fait une fausse idée. J'engageais des gens à 50 mètres, mais vu que j'étais pas habitué avec ce type d'optique, je me suis fait un petit peu avoir. J'étais un petit peu trop naïf. Et je suis repassé sur une configuration normale, sur ma réplique secondaire, qui est à la base ma principale. Et là, ça n'a pas du tout été la même. Autre point, ce sont les répliques GBBR. Oubliez vos répliques GBBR, ça va certainement pas le faire.
vous pouvez très bien y aller, c'est votre bon droit. Et même au niveau du poids des chargeurs, il faut plutôt partir léger. Pour ma part, j'étais avec ma PTW avec 5 voire 7 chargeurs mid-cap chargés à bloc et ça m'a fait quasiment la partie. J'ai rechargé peut-être 1 ou 2 fois histoire d'être safe, mais sinon je me suis trimballé sur moi avec 400 000 grand max. Il est très important de se concentrer sur la préparation, que ce soit physique ou matériel, sinon vous allez en chier. Voilà, on a marché plus de 60 km en 3 jours, enfin, c'est quand même assez conséquent. C'est conséquent quand on n'a pas l'habitude, ça demande au corps de puiser dans ses réserves, donc il est très important de réfléchir sur sa tenue, sur la disposition de son matériel pour moins souffrir et d'avoir un contre-coup beaucoup plus acceptable. C'est un point qui est indispensable. Vous ne pouvez pas partir comme ça sans préparation, c'est être un kamikaze. Allez, dernier point, le retex global. Une OP comme Berget, je le répète, ça se prépare. Vous pouvez pas y aller comme ça, c'est impossible, sinon vous allez au casse-pied puis vous allez vivre une expérience détestable. C'est complexe, c'est difficile, on peut pas y aller la fleur au fusil, il faut être préparé physiquement et aussi matériellement parlant. Rapprochez-vous de joueurs qui ont l'expérience de Berget et ça c'est super important. Il y a plein de forums, plein de groupes Facebook concernant ce type d'événement, on se connaît tous dans ce milieu et si vous posez une question, il y a sûrement des gens qui vont vous répondre. Et c'est très important de venir grouper. Seul on va vite, à plusieurs on va loin. Et ça c'est un adage qui se confirme. Lors de cet événement, on a vraiment retrouvé les valeurs d'Airsoft, la fraternité, la camaraderie, que ce soit avec nos adversaires, nos alliés, des parfaits inconnus. On a reçu toujours de la bienveillance. Berget, c'est plus qu'une OP d'Airsoft. C'est vraiment l'événement mondial de l'Airsoft. Certes, il y a d'autres parties qui sont tout autant grandioses, mais celle-là est particulière parce que voilà, vous êtes loin de tout, vous êtes isolé. Ça demande une force mentale et physique pour continuer et l'effet de groupe qu'on recherche, et ben on le trouve finalement avec les gars avec qui on est. Et ça n'a pas de prix. Il faut se préparer énormément pour l'OP. C'est pas un truc qui se prépare en 6 semaines. Il faut minimum 3 mois. Et encore 3 mois, c'est quand vous êtes vraiment aguerri. Si vous êtes novice, je dirais que c'est entre 6 à 8 mois. Pourquoi? Parce que le temps de récupérer tout le matériel, que ce soit un sac de couchage, des petits trucs, il faut quand même pas mal de temps. Si vous n'avez pas le matériel qui est déjà constitué, ben vous allez quand même un petit peu galérer. Et je pense que plus vous allez en faire, plus vous allez stocker le matériel dont vous aurez besoin pour l'événement, moins ça sera contraignant de s'y préparer. Pour les gens avec qui on était, qui étaient leur 10e Berget, les mecs qui savaient très bien où ils allaient, ils avaient le strict minimum et on voit bien que ça a fait l'affaire. Vous avez été nombreux à nous demander combien il faut budgétiser. C'est 1000 euros. 1000 euros, ça va vous regrouper, on va dire, tous les gros... les grosses dépenses, billets d'avion, hébergement et carburant. Voilà, c'est ce qui va vous coûter le plus cher. Et après, si vous voulez vous faire des petits restos, visiter le pays, ça va un petit peu grimper. Donc 1000 euros, ça me semble être le budget, on va dire, minimal pour vivre une semaine en Suède. Après, nous, notre budget, il a un peu explosé parce qu'on s'était dit on va acheter tout sur place, sauf que la vie en Suède est plus cher qu'en France. Acheter le plus possible en amont et sur place, garder essentiellement la nourriture lyophilisée et encore. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez des questions sur l'événement, n'hésitez pas à les poster en commentaire, à nous écrire sur Discord, par email. On y répondra avec plaisir. Je remercie tous les membres de l'escouade Rogue One ainsi que tous les francophones qui ont pu participer à l'aventure avec nous. C'était un réel plaisir, même si je vous l'ai dit 30 millions de fois. Encore merci à vous. Merci de nous avoir fait vivre un Berget comme on aurait aimé en vivre du début jusqu'à la fin. J'espère que le prochain événement Berget 21 sera tout aussi palpitant. Je vous dis à très bientôt et si vous avez des questions avant de vous quitter, si vous avez des questions, écrivez-nous un petit commentaire, un mail ou sur notre Discord, on y répondra avec plaisir. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.